Ok, ben on va utilisation mathématique et résolution numérique. Merci Benoît. Bonjour à toutes et tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du séminaire pour l'invitation. C'est un plaisir de donner cet exposé aujourd'hui et d'inaugurer les séminaires, la reprise des séminaires non masqués. Comme beaucoup d'entre vous, c'est le premier depuis février 2020, donc c'est un plaisir. Donc, je vais présenter les résultats sur l'étude d'une technique de neuroimagerie, d'électroencéphalographie ou EEG, avec l'objectif de mieux comprendre cet examen médical chez les prématurés et les nouveau-nés. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de recherche suite à une table ronde sur les neurosciences organisée à Amiens par la Fédération Amiens-Reims-Compiègne. Et était présent à cette table ronde Fabrice Valois, PUPH au CHU d'Amiens et directeur de l'équipe INSERM GRAM-FC, pour groupe de recherche sur l'analyse multimodale de la fonction cérébrale. Et cette équipe s'intéresse à la compréhension du développement cérébral des nouveau-nés et des prématurés. Et les prématurés constituent une population à risque de troubles neurodéveloppementaux. Et donc, Fabrice est arrivé avec des questions concernant l'imagerie cérébrale néonatale. Et il était convaincu que les mathématiques appliquées et la neurophysiologie pouvaient travailler de pair pour répondre à ces questions. Donc, j'ai trouvé ces discussions riches, passionnantes, motivantes, et on s'est lancé. Donc, on a déposé un projet auprès de la région Picardie, porté par Olivier Boubet. Ce projet a financé la thèse de Malal Diallo, que j'ai co-encadrée avec Abdelatif El Badia du LMAC de Compiègne et Stéphanie Laurangel du LMR de Reims. Et a suivi le projet BBEG, financé par l'INSMI dans le cadre du défi Infinity. Et le LFJLA était partenaire de ce projet avec la collaboration de Pierre-Marie. Et je vais présenter dans cet exposé des résultats issus en partie du projet BBEG, de la thèse de Malal et de travaux en cours. Donc, le plan de mon exposé sera le suivant. Je vais commencer par expliquer le contexte clinique et ses problématiques. Puis, j'aborderai la modélisation et la résolution numérique du problème direct. Ensuite, je passerai à l'étude du problème inverse de source en EEG. Donc, on verra en quoi il consiste. Et je dirai où nous en sommes aujourd'hui et quelles sont nos perspectives de recherche. Donc, tout d'abord, le contexte clinique. Donc, ce projet se place dans le contexte général de la neuroimagerie, qui désigne l'ensemble des examens médicaux destinés à observer le cerveau. Donc, il y a deux types de neuroimagerie. La neuroimagerie structurelle, qui permet de mesurer et d'identifier les différentes composantes anatomiques du cerveau, et la neuroimagerie fonctionnelle, qui, comme son nom l'indique, étudie le fonctionnement du cerveau en action, et l'électroencéphalographie en fait partie. Alors, ce sont les travaux en 1929 du psychiatre allemand Hans Berger qui ont marqué les débuts de l'utilisation de l'EEG en clinique et en recherche. Donc, l'EEG enregistre directement l'activité électrique cérébrale au moyen d'électrodes placées à la surface du cuir chevelu du patient. Donc, on observe les fluctuations spontanées du potentiel électrique généré par le cerveau. Donc, je vais revenir plus en détail dans la partie modélisation. Donc, l'EEG est non invasive, donc aucune onde n'est émise vers le patient, il n'y a aucun risque pour le patient. Elle a une très haute résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde et une résolution spatiale à améliorer, ce sur quoi nous travaillons. Donc, l'EEG donne ce type de tracé. Donc, en ordonnée, ici, vous avez les électrodes et chaque tracé représente ce qu'une électrode mesure au cours du temps. Et si une activité neuronale anormale apparaît sur l'EEG, les médecins, pour conforter leur diagnostic, utilisent des logiciels d'inversion de données EEG pour retrouver dans le cerveau les zones dans lesquelles a eu lieu cette activité pathogène. Donc, le problème inverse en EEG est un problème inverse de source, et on y reviendra aussi dans la suite de l'exposé. L'électroencéphalographie est l'un des examens les plus utilisés pour diagnostiquer l'épilepsie, notamment. Donc, qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie? Donc, une crise d'épilepsie, c'est l'expression d'une décharge électrique excessive et anormale, hypersynchrone, d'un groupe de neurones cérébraux. Et ceci se traduit sur l'électroencéphalogramme par ce que les médecins appellent des pointes ondes. Donc, ce sont des pics soudains du potentiel électrique.
Et cette pathologie arrive souvent, touche souvent les enfants. Et sa survenue chez les prématurés est grave car elle pourrait entraver le développement psychomoteur de l'enfant. Donc, pour ces raisons, l'équipe de Fabrice Valois, qui elle s'intéresse, comme je l'ai dit, au développement, à la compréhension du développement cérébral. Donc, ces crises d'épilepsie, la confirmation en fait, de l'origine épileptique lors d'une manifestation clinique anormale ne peut se faire que par électroencéphalogramme. Et comme c'est le premier examen que l'on peut réaliser, et pour les prématurés encore plus, l'équipe GRAM-FC travaille à l'amélioration de la précision de l'examen EEG pour les nouveau-nés et les prématurés. Donc, il y a une spécificité chez les nouveau-nés, c'est la présence des fontanelles. Donc, ce sont des tissus, des membranes cartilagineuses souples qui séparent les os du crâne. Il y a deux zones principales en voie d'ossification, donc la fontanelle postérieure et la fontanelle antérieure. Et ces zones ont des propriétés électriques différentes de celles des os du crâne. Donc, Fabrice Valois est arrivé avec ces questions-là lors de la table ronde à Amiens. Donc, la première question, est-ce que les fontanelles ont un rôle de fenêtre conductrice pour le potentiel électrique? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mesurer plus d'informations aux électrodes au-dessus de la fontanelle? Et si oui, est-ce qu'on est capable de quantifier cette information supplémentaire? Et par suite, si information supplémentaire il y a, est-ce que cette information permet d'améliorer la précision de la localisation des sources de l'activité électrique dans le cerveau? Donc, voilà comment a débuté ce projet et voilà les questions auxquelles on souhaitait répondre ou du moins apporter de premières réponses. Donc, pour y répondre, la première étape consiste à modéliser et simuler numériquement un examen EEG chez un nouveau-né. Donc, ces travaux sont issus de la thèse de Malal. Donc, on souhaite calculer le potentiel électrique sur le scalp ou une partie du scalp, connaissant la géométrie de la tête d'un nouveau-né, les conductivités des différents tissus de la tête et les caractéristiques des sources de l'activité électrique cérébrale. Donc, il y a, on a ces différents points de modélisation à considérer. Donc, tout d'abord, la tête. Donc, on assimile la tête à un domaine borné de R3, que je note oméga, de frontière gamma. Pour modéliser les différents tissus de la tête, on réalise une partition de oméga en L sous-domaines, que je note oméga I, et SI, c'est l'interface entre deux sous-domaines. Donc, ce modèle prend en compte ce modèle simplifié qui est constitué de 3 sphères concentriques qui représentent le cerveau, le crâne et le scalp. Donc, c'est un modèle simplifié, mais qui est très utilisé en EEG et qui est surtout utile pour la validation des méthodes numériques par comparaison à une solution analytique. Donc, ce modèle est important. Et bien évidemment, ce choix inclut aussi l'émaillage de tête réaliste avec 4 couches ou plus et les fontanelles, et qui nous sont fournis par le CHU d'Amiens. Ensuite, les conductivités. Alors, dans les modèles de l'adulte et de l'enfant, la conductivité est considérée constante par couche. Mais dans notre cas, pour prendre en compte l'hétérogénéité du crâne avec la présence des fontanelles et leur processus d'ossification, on considère une conductivité variable dans la région de l'os et pour plus de généralité dans chacun des tissus de la tête. Donc, on a sigma I égale sigma 1 de X. Donc, la principale différence avec le modèle de l'adulte se situe ici et elle entraîne des questions à la fois théoriques et numériques que l'on va voir. Donc là, juste pour signaler que la conductivité de l'os est plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte et la conductivité des fontanelles est elle-même plus élevée que celle de l'os. Alors, les dipôles, enfin non pas les dipôles, justement les sources à l'intérieur du cerveau. Alors, l'activité électrique générée par un seul neurone est trop faible, bien évidemment, pour être enregistrée aux électrodes. C'est la somme des effets de millions de neurones actifs au même moment dans une même petite zone du cerveau qui permet de créer des potentiels mesurables en surface. Donc, la principale contribution en EEG provient de neurones pyramidaux. Et ces neurones pyramidaux constituent ce qu'on appelle des macrocolonnes. Et ces macrocolonnes, qui sont ici, elles sont perpendiculaires à la surface du cortex.
et elles se comportent comme des dipôles électriques. Donc, dans une macrocolonne, on a des millions de neurones et on peut considérer que cette macrocolonne agit comme un dipôle. Et c'est le choix donc, que l'on fait. On modélise les sources de l'activité électrique cérébrale par Q dipôles de courant et chaque dipôle est caractérisé par sa position dans le cerveau et son moment. D'accord ? Et ce moment, il est donné par la direction principale des dendrites. Donc, au final, le courant intracellulaire, dit primaire, est une somme de masse de Dirac. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier ce courant intracellulaire au potentiel que l'on mesure en surface. Donc, comment, à partir de cette source, on génère le potentiel électrique. Donc, là, on s'intéresse aux équations de Maxwell qui modélisent la propagation des champs électromagnétiques. Donc, le domaine des fréquences des phénomènes électriques dans la tête est celui des basses fréquences, donc ce sont des fréquences inférieures à 100 Hz. Donc, les longueurs d'onde mises en jeu sont bien supérieures aux dimensions de la tête. Donc, on peut considérer l'approximation dite quasi-statique des équations de Maxwell, qui consiste à négliger les variations en temps des champs électriques et magnétiques et à découpler les champs électriques et magnétiques. Donc, ce qu'on fait, on est en train de considérer que la propagation est instantanée. Ce qui se passe au niveau des sources est enregistré immédiatement aux électrons. C'est ce qu'on appelle l'approximation quasi-statique. Donc, de la loi de Faraday, il ne nous reste plus que le rotationnel de E égale à 0. Donc, le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire U, et c'est ce potentiel scalaire qui est l'inconnu de problème. Et le courant J, qui est donc généré par l'activité cérébrale, se décompose en deux parties, donc en courant primaire intracellulaire localisé dans le cerveau, que nous venons de modéliser, et en courant de conduction extracellulaire, modélisé par la loi d'Ohm sigma E. Donc, si maintenant j'applique l'opérateur de divergence à la loi d'Ampère, donc la divergence du rotationnel est nulle, donc on a la divergence de J qui est égale à 0, et donc par définition de E qui est égale à gradient de U, on arrive à cette équation elliptique, moins divergence sigma grade U égale divergence de JP, où JP sont donc les courants intracellulaires primaires. Donc, on a cette équation elliptique et on arrive donc au problème direct pour l'EEG. Donc, connaissant les caractéristiques des sources de courant de l'activité électrique cérébrale, dans l'activité électrique cérébrale, la conductivité dans la tête, la distribution de la conductivité, on veut calculer le potentiel électrique U, solution de cette équation elliptique dans oméga, et vérifiant une condition de type Neumann homogène sur la surface de la tête, qui traduit tout simplement que l'air n'est pas conducteur. Donc, la première difficulté ici provient du manque de régularité du terme source. Donc, pour pallier à ce manque de régularité, on adopte la méthode dite de soustraction de la singularité, donc, qui avait été proposée par El-Badia et Advong dans ce cadre-là, donc avec une conductivité constante, et ici je la prends égale à 1, et puis je considère une seule source. Donc, l'idée est de décomposer le potentiel U en un potentiel singulier qui va contenir la singularité, et donc utile des solutions de cette équation de Poisson dans R3, et d'un relèvement W qui est solution d'un problème sans terme source. Donc finalement, on résoudre ce problème avec un terme source singulier revient à résoudre un problème aux limites plus régulier, et on ajoute de façon exacte la singularité, dont on connaît une expression analytique. Donc, c'est ce choix que nous faisons ici. Donc, pour pouvoir l'adapter à notre problème, on a quelques hypothèses à formuler sur la conductivité, donc une hypothèse de régularité. Et cette hypothèse, donc, on suppose que la conductivité au voisinage de chaque source est constante. Donc, dans le cerveau, au voisinage de chaque source, on suppose la conductivité constante. Donc, en discutant avec Fabrice Valois, avec l'équipe GramFC, on ne trouve pas cette hypothèse déraisonnable. Voilà. De considérer que dans un tout petit voisinage d'une source épileptique ou autre, la conductivité du tissu est constante. Mais bon, on pourrait lever, je pense, cette hypothèse, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, dans notre cas, le potentiel U se décompose donc en une partie singulière qui est une somme de U tilde de Q, et chaque potentiel singulier U tilde de Q est associé à la Qème source. D'accord ? Donc, c'est solution de cette équation de Poisson avec alpha Q qui est la valeur de la conductivité en la source, en la position de la source.
D'accord? Donc, voilà l'expression de la singularité, enfin du potentiel singulier. Et W est solution de ce problème aux limites. Alors là, ça ne se passe plus aussi bien que dans le cas d'une conductivité constante. On n'a plus un terme source ici qui est nul. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette astuce de d'écrire sigma moins alpha Q plus alpha Q. D'accord? De cette manière, au voisinage de la source, donc là où le potentiel utile de Q est singulier, sigma moins alpha Q est identiquement nul. Donc, on va pouvoir écrire une formulation variationnelle standard, ce qui n'est pas le cas avec le terme source singulier initial. D'accord? Donc, on arrive à cette formulation variationnelle dans H1. Et là, on prouve l'existence et l'unicité de la solution faible avec le théorème de Lax-Milgram, ce qui est assez classique. Comme on a une condition de type Neumann, une condition de compatibilité est nécessaire pour obtenir l'existence d'une solution. Et l'unicité est assurée si on cherche la solution dans l'espace des fonctions à moyenne nulle. Donc, ça, c'est assez classique. Et on obtient un résultat de régularité, alors qui nous sera utile plutôt dans la partie problème inverse. Donc, le potentiel a une régularité H2 dans chaque sous-domaine oméga I, en supposant donc que la conductivité, donc sigma I est W1 infini, et les interfaces suffisamment régulières, donc de classe C2. Donc, on verra comment utiliser ce résultat par la suite. Donc, on peut passer à la validation numérique de cette méthode de soustraction. Alors, dans les codes EG usuels, on utilise des éléments finis frontières, puisqu'avec une conductivité constante, c'est possible. Mais ici, comme on a une conductivité variable, on utilise des éléments finis volumiques, et en particulier donc, des éléments finis Lagrange P1. Le code est développé avec FreeFM++. Donc, on valide dans le cas de conductivité constante par rapport à une solution analytique, donc dans le cas du modèle sphérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voici les conductivités des tissus et les dimensions. Donc, la dimension de la tête d'un nouveau-né, donc 12 cm. Donc, on obtient bien une convergence d'ordre 1 dans la norme de l'énergie. Et on le valide aussi, mais là, par rapport à une solution numérique de référence, dans le cas où on a ajouté ici une zone qui représente la fontanelle antérieure. Et dans cette zone, la conductivité dépend d'une gaussienne de manière à modéliser le processus d'ossification. C'est-à-dire qu'au centre de la fontanelle, la conductivité est celle des fontanelles et puis elle décroît jusqu'à atteindre celle de l'os, qui est de 4-10-2. D'accord ? Donc là aussi, on a validé dans ce cas-là. Alors, 2 points que je tiens à signaler. Pour obtenir la convergence, on l'a montré théoriquement, il ne faut pas qu'un tétraèdre est désommé dans 2 tissus différents pour retrouver l'ordre de convergence. Et il faut aussi suffisamment mallier le ruban cortical dans lequel a lieu l'activité électrique. Et chez le nouveau-né, c'est 2 mm. Dans les maillages réalistes, il faut quand même qu'on arrive à avoir 2 couches de tétraèdre dans cette zone-là. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on a pu ensuite passer donc, à des modèles de tête réalistes. Donc là, c'est un travail considérable qui a été fait par Ahmed Azizolahi dans l'équipe Gram FC, donc en parallèle de la thèse de Malal. C'est la seule équipe qui dispose aujourd'hui de maillage avec autant de précision sur les fontanelles. Donc, ça, segmentation d'images et des images issues de scanners, qui viennent recaler les fontanelles, en fait, et ils obtiennent donc des maillages assez précis. Donc, c'est un point précieux pour notre travail. Et donc, on peut réaliser des simulations sur la tête d'un nouveau-né et puis regarder, suivant les caractéristiques des sources, des conductivités, ce qui se passe. C'est l'avantage des simulations in silico par rapport aux simulations in vivo, c'est qu'on peut enlever les fontanelles, les remettre, jouer sur les conductivités, jouer sur les caractéristiques des sources et ainsi de suite, et répondre aux questions du départ. Alors, est-ce que les fontanelles jouent un rôle de fenêtre conductrice pour le potentiel électrique? La réponse est oui. D'accord? Oui. Et alors ça, les médecins n'avaient pas trop de doute sur ce oui. Ils se doutaient bien que, comme c'est plus conducteur, que le potentiel électrique il passe plus facilement. L'intérêt, c'était surtout la quantification de cette information. Donc, là, c'est un résumé de plein de simulations numériques, mais ce que l'on observe, c'est qu'on obtient effectivement des valeurs plus élevées, de 10 à 15% dans le modèle avec fontanelle, et que ces valeurs dépendent à la fois des caractéristiques des sources, bien évidemment, si elle est bien orientée vers la fontanelle, l'information va mieux passer,
et en fonction du rapport des conductivités. D'accord? Si la conductivité des fontanelles est supérieure à celle de l'os, ça va là aussi être favorable à un passage du potentiel électrique. Donc, on a pu quantifier cette information supplémentaire aux électrodes et la question est, est-ce que cette information supplémentaire permet de retrouver avec plus de précision les sources de l'activité électrique? Donc, c'est la prochaine partie. Donc, je passe à l'étude du problème inverse de source en EEG. Ici, on suppose connu le modèle de tête et les conductivités. Et donc, à partir d'une mesure sur le bord de la tête ou une partie, donc que je note gamma étoile, le problème inverse consiste à retrouver la source F, donc sous cette forme, qui a généré cette donnée F. Donc, d'un point de vue pratique, ce que l'on a, c'est on dispose de la valeur du potentiel électrique en un nombre fini d'électrodes. Alors, plus exactement, c'est une différence de potentiel électrique. En fait, on fixe une électrode qui sert d'électrode de référence et on mesure la différence de potentiel entre chaque électrode active et cette électrode. Donc, c'est ce qui est mesuré. Et donc, en général, c'est de 11 à 256 électrodes suivant les casques. Et donc, on souhaite, à partir de ces mesures, retrouver le nombre de sources, leur position et leur moment. Alors, le premier résultat que l'on obtient est un résultat d'unicité, ce qui est plutôt rare pour les problèmes inverses. Donc, ce résultat nous dit donc que le problème inverse est bien posé au sens où si deux mesures coïncident sur gamma étoile, alors elles proviennent de la même source. Donc, ça s'écrit comme oui. J'ai une question mathématique. Oui. On mesure quoi et... On mesure quoi? Oui, d'un point de vue mathématique. Dans l'équation de B ici, de U, on mesure quoi? Ici, U, c'est le potentiel électrique. Oui, et on mesure U. Oui, on mesure U sur le bord. Voilà. En fait, on mesure la valeur, une différence de potentiel électrique en électrodes. On a des électrodes on pose un casque avec des électrodes et on mesure le potentiel électrique généré par le cerveau. Donc, U, c'est cette mesure-là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'électronomètre et le secondaire? Alors, ici, ce n'est pas le problème inverse de conductivité. C'est un problème inverse de source. Effectivement, si on regardait le problème de Calderon, bien sûr le Dirichlet de Neumann est caché derrière. Et si on veut que ce soit bien posé, il faut avoir accès au Dirichlet de Neumann sur tout le bord. Donc, les données de Dirichlet et de Neumann. Ici, ce n'est pas un problème inverse de paramètres. Donc, ce n'est pas le problème inverse de la conductivité. C'est un problème inverse de source. Et c'est ce qui nous sauve ici, d'ailleurs, pour avoir le résultat d'unicité. Vous avez U et vous avez... G est nul. Parce qu'on a la donnée de Neumann est nulle en électroencéphalographie. Donc, la donnée de Neumann est nulle. Ah oui, donc, on a juste U. Oui. D'accord? Parce que l'air n'est pas conducteur. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et on mesure Dirichlet. Oui. C'est unique, c'est une hypothèse vraiment infinie, parce que si les sources sont réparties sur une petite sphère, un cerveau ou un truc ponctuel, on ne peut pas le voir à l'extérieur. Non, ici, là, quelle que soit la configuration de source, on a vraiment ce résultat d'unicité à partir d'une mesure sur une partie de la frontière. On arrive vraiment à une permutation près à déterminer de façon unique. Mais bon, peut-être. Non, mais c'est parce qu'on est dans la classe des sources qui sont des sommes de Dirac. Oui, c'est vraiment lié au problème de source que l'on regarde. Probablement, si elles sont très bien réparties sur une sphère, ça doit être mal traité par rapport à une source au sein de cette sphère. Le potentiel généré par. Tu parles du problème de séparabilité de sources, en fait, de pouvoir distinguer deux sources proches, non? Même pas forcément. Non, dans la classe des sommes de Dirac. C'est ce qui nous sauve ici. Ce n'est pas n'importe quelle source, c'est des sources dipolaires. D'accord? Et d'ailleurs, c'est des arguments de régularité qui nous servent dans la preuve. C'est vraiment lié à ce terme source de Dirac. Donc, la preuve repose sur un problème de continuation unique pour les problèmes elliptiques linéaires. Alors, je le rappelle ici. Donc, c'est un résultat de Michael Salo de 2014. Donc, si on se donne un domaine D de R3, et si on suppose le potentiel H2 tel que P de U égale à 0, d'accord,
avec ici donc, ces régularités sur les coefficients. Si les données de Cauchy sont nulles sur gamma étoile, alors U s'annule dans tout le domaine. Donc, c'est ce résultat que nous utilisons ici. Et c'est pour ça que j'avais besoin de cette régularité H2 tout à l'heure par morceau avec une conductivité W infinie. C'est pour pouvoir appliquer ce résultat de continuation unique. OK. Donc, alors comment on l'applique? Donc, on considère deux potentiels U1 et U2 associés aux sources F1 et F2 respectivement. Ils donnent la même mesure, donc V égale à 0 sur gamma étoile et sigma dNu égale à 0 sur tout gamma, puisqu'on a cette condition de type Neumann en EEG. Hein, c'est spécifique à l'EEG. Donc, les sources, je rappelle qu'elles sont localisées dans le cerveau. Donc, en dehors de ce tissu, la source est nulle. D'accord? Donc, on peut appliquer dans la couche la plus extérieure ce principe de continuation unique. Et on montre donc que V s'annule dans la première couche. Et ensuite, on étend ce résultat à l'aide des conditions de transmission et on arrive à un potentiel qui est nul, sauf en dehors du voisinage des sources. D'accord? Donc, avec le principe de continuation unique et transmission, les conditions de transmission, on amène, enfin, on est au voisinage de chaque source. Et là, il faut travailler au voisinage de chaque source. Et là, il y a un petit peu plus de travail, mais on s'en sort avec des raisonnements par l'absurde et justement qui viennent contredire la régularité d'un Dirac. Donc, c'est vraiment des arguments de régularité. Voilà. Donc, on obtient aussi un résultat de stabilité, mais je n'en parle pas ici. Je préfère passer directement à la résolution numérique du problème inverse. Donc ici, on suit une première démarche tout à fait classique, hein, celle de la minimisation d'une fonctionnelle d'écart aux données. Donc, on cherche la configuration de source phi. Alors, je dis bien la configuration de source, puisqu'on suppose ici le nombre de dipôles connus. Donc, on verra comment améliorer ceci. Mais pour l'instant, donc, on cherche les positions et le moment en supposant qu'on connaît le nombre de sources. D'accord? Donc, on cherche la configuration de source phi qui va minimiser l'écart entre la mesure et ce que prédit le modèle direct. C'est pour ça que quand on résout ces problèmes inverses, il est indispensable en amont d'avoir un très bon solveur direct. Ça va de pair. D'accord? Donc, on résout numériquement ce problème de minimisation grâce à une méthode de type quasi-Newton, qui est le BFGS. Et on résout ce problème sur un maillage différent de celui avec lequel on a généré les données, de manière à éviter le crime inverse. Donc là, je ne rentre pas plus dans les détails. Et donc, voilà les conclusions, enfin, les premières conclusions auxquelles on était arrivé. Donc, on était arrivé à ces conclusions. Donc, dans le cas du modèle sphérique, avec la prise en compte de la fontanelle et du principe d'ossification, on a observé que la présence de la fontanelle améliorait la reconstruction de sources et en particulier la séparabilité de sources. C'est-à-dire que si on a deux sources placées sous la fontanelle, on peut les rapprocher. Enfin, on arrive à les séparer jusqu'à ce qu'elles soient quand même assez proches l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas avec le modèle sans fontanelle. Donc, ça veut dire que l'information obtenue aux électrodes au-dessus des fontanelles permet d'améliorer la précision. Et ceci se confirme dans le cadre du modèle de tête réaliste. Donc, les fontanelles jouent un rôle de fenêtre conductrice. Une information passe à travers ces fontanelles et l'information supplémentaire obtenue aux électrodes améliore la localisation de sources dans le cerveau. Donc, cette première approche nous a permis d'obtenir des premières conclusions et voilà, d'échanger avec les médecins à ce sujet. D'autres études ont été menées depuis et ont confirmé ces conclusions. Mais ce que l'on voulait améliorer ici, c'est, voilà, on suppose que le nombre de dipôles est connu. Donc, on voulait s'affranchir de cette hypothèse. Et ensuite, deuxième défaut, entre guillemets, mais c'est bien connu pour les algorithmes de type Newton et quasi-Newton, la convergence est liée à l'initialisation. Donc, on souhaitait améliorer la méthode de reconstruction. Et donc, on propose, parce que c'est un travail en cours avec Juliette Leblond de l'INRIA Factas à Sofia, Jean-Paul Marmora et donc Pierre-Henri Tournier, une nouvelle méthode de reconstruction de sources qui se décompose en deux étapes. Donc, une étape dite de cortical mapping, donc qui permet de compléter puis de transmettre les données
mesurées aux électrodes jusqu'à la surface du cerveau. Et ceci grâce à une méthode de quasi-réversibilité, la méthode de quasi-réversibilité. Et une fois qu'on a amené les données sur la surface du cerveau, on va résoudre le problème inverse uniquement dans le cerveau. Et pour cela, on va utiliser une méthode de reconstruction qui a été proposée donc par l'équipe FACTAS de l'Uniria Sofia et qui est implémentée dans le logiciel FS3D pour Fine Source 3D. Donc, je vais décrire les grandes étapes de ces deux points. Donc, tout d'abord, la transmission de données. Donc, je considère le domaine petit oméga, qui est le domaine oméga privé de gamma 0. Donc, la tête privée du domaine modélisant le cerveau. Et on veut donc résoudre ce problème de Cauchy. Donc, à partir de données sur le bord F et G, d'accord. Ici, on veut calculer U, solution de ce problème de Cauchy avec sigma une conductivité variable. Et une fois que l'on aura obtenu ce potentiel, on sera donc en mesure d'obtenir les données de Cauchy sur la surface du cerveau. Donc, on aura bien transmis les valeurs mesurées aux électrodes jusqu'à la surface du cerveau. Donc, ce problème de Cauchy est connu pour être mal posé. Il y a des contre-exemples pour sigma égale 1, pour le Laplacien, on a des contre-exemples. Donc, on peut construire des exemples pour lesquels il n'y a pas existence de solution. Et la solution éventuelle peut ne pas dépendre continuellement des données. En revanche, on a l'unicité grâce au résultat de continuation unique que j'ai énoncé tout à l'heure. Donc, si elle existe, elle est unique. Donc, ça, c'est un point important. Donc, comment résoudre ce problème de Cauchy, Donc, l'idée, c'est de le régulariser pour espérer le résoudre numériquement. En différentes méthodes sont possibles. On utilise une méthode non itérative, donc la méthode de quasi-réversibilité, qui a été introduite par Lattès et Lyons à la fin des années 60, et qui consiste à donc résoudre ce problème régularisé d'ordre 4. Donc, on cherche avec delta, donc un paramètre de régularisation. Et donc, il montre un résultat d'existence et d'unicité de U delta, donc si et seulement si cet espace est non vide, donc ce qui peut poser problème dans le cas de données bruitées. Et on a bien la convergence de U delta vers la solution du problème initial, problème de Cauchy initial. Donc ici, pour s'affranchir de chercher la solution dans cet espace et de devoir discrétiser le problème avec des éléments finis de classe C1, Laurent Bourgeois a proposé une version mixte, formulation mixte de la méthode de quasi-réversibilité. Donc ici, on voit qu'on n'a plus que la donnée de Dirichlet dans l'espace VF, qui est maintenant non vide. Donc, il l'a écrite pour l'équation de Laplace. Donc, voilà la version dans le cas d'une conductivité variable. Ici, je signale encore, donc, dans notre cas, en EEG, la donnée de Neumann est nulle. Mais dans le cas d'une donnée de Neumann non nulle, elle apparaît ici. D'accord ? On a ici une intégrale de G contre V. Donc, on a un paramètre de régularisation et on peut montrer que cette formulation mixte admet bien une unique solution et que cette solution tend bien vers la solution du problème de Cauchy initial, d'accord, quand delta tend vers 0. Donc, la preuve s'appuie là encore sur le théorème de Lax-Milgram, appliqué à une forme bilinéaire bien choisie, donc, qui est celle-ci, et on montre bien donc, existence et unicité, et pour la convergence, ça passe par des estimations en norme de U delta moins U. Donc, c'est assez classique. Alors, donc là, ça se passe bien si les données ne sont pas bruitées. Et donc là, c'est un autre avantage de la formulation mixte, c'est qu'elle admet une version relaxée qui permet de traiter des données non bruitées. Des données bruitées, pardon. Donc, dans le cas de données bruitées, cet espace-là n'est plus vraiment approprié. Donc, on considère les données dans L2 croix L2. Et donc, on ne peut plus imposer de façon forte la donnée de Dirichlet, comme on le faisait ici, dans l'espace V, d'accord ? Mais on va l'imposer faiblement via ici un paramètre de relaxation, d'accord ? Donc, ça, c'est la version relaxée de la méthode de quasi-réversibilité qui va permettre de considérer des données bruitées. Donc, dans ce cas-là, là aussi, on a un résultat d'existence et d'unicité et la convergence de la solution
quand le paramètre de régularisation tend vers 0 pour un paramètre de relaxation fixé, strictement positif, bien évidemment. Donc voilà les premiers résultats. Enfin, voilà, donc ça c'est la méthode qui va permettre de transmettre les solutions enregistrées aux électrodes jusqu'à la surface du cerveau. Alors, rapidement, la deuxième partie, la deuxième étape de notre approche, donc une fois qu'on a obtenu les données de Cauchy à la surface du cerveau, on va résoudre le problème inverse de source uniquement dans ce domaine oméga 0, assimilé à une sphère. C'est-à-dire que la méthode qui est proposée ici, qui est une méthode analytique, proposée par Juliette Leblond et Jean-Paul Bambora et leurs collaborateurs, suppose que le cerveau est une sphère. D'accord ? Donc, tout est analytique. Dans le cas où le cerveau, dans le cas de maillage réaliste, il faudra une étape supplémentaire de projection sur la sphère des données. D'accord ? Donc, une fois qu'on est sur cette sphère gamma 0, donc nous, on est ici, c'est-à-dire qu'on a le potentiel et sa dérivée normale sur la surface du cerveau. Et donc, la première étape proposée ici, c'est de calculer la partie singulière du potentiel à partir de la connaissance de ces données de Cauchy. Et une fois qu'ils ont cette partie singulière du potentiel, ils montrent que les singularités de ce potentiel sont liées, enfin les singularités 2D de ce potentiel, sont liées à la localisation des sources, aux positions des sources. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, on prend des coupes ici de la sphère et résoudre le problème de source 3D revient à résoudre un nombre fini de problèmes 2D dans ces disques ici, je note D2P. Et dans ces disques, en fait, ils ont la connaissance donc sur la frontière du carré de la partie singulière, d'accord, et avec des arguments d'analyse complexes et aussi des approximations rationnelles. Ils retrouvent les singularités donc 2D de ce potentiel et ils les lient à la localisation des sources dans le disque. Bon, c'est très difficile de la résumer en quelques phrases, mais voilà, c'est assez élégant et ça permet, à partir des données de Cauchy, d'obtenir dans la base des harmoniques sphériques la partie singulière du potentiel. Cette partie singulière, elle admet des singularités 2D, d'accord, et on arrive à relier les pôles aux localisations des sources. Donc voilà ce qu'on utilise pour retrouver les sources. Donc quelques résultats numériques, donc des données toujours synthétiques pour le moment, 257 électrodes. La transmission de données, on utilise des éléments finis P2, qui pour le moment donnent de meilleurs résultats que P1, mais bon, c'est à étudier. Donc voilà dans le cas d'une seule source. Alors, de haut en bas, en bleu, c'est la donnée de Dirichlet, en rouge, c'est celle de Neumann. Et là, c'est ce que donne le problème direct à la surface du cerveau, d'accord, pour une seule source avec deux vues différentes. Donc, on voit bien ici, le moment donc, est orienté vers cette information-là. Ici, c'est ce que l'on reconstruit avec la méthode de quasi-réversibilité. Donc, c'est les données de Cauchy que l'on obtient par la méthode de transmission, donc à partir de ce qu'on a mesuré aux 257 électrodes sur la surface de la tête. Et on retrouve avec une erreur de 3% la position de la source qui a généré ces données aux électrodes. Ici, avec 5% de bruit, donc on voit ici qu'on a toujours cette tâche, cette information qui est localisée au bon endroit. Et on a 5% d'erreur sur la localisation. Et ici, avec 20% de bruit sur les données, donc ça, c'est ce que donne la méthode de quasi-réversibilité. Et on retrouve la position avec 8% d'erreur. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Et ici, donc avec deux sources maintenant, donc suffisamment proches l'une de l'autre pour tester la séparabilité. Donc ici, je ne l'ai pas présenté, dans le cas de conductivité constante, on n'a pas encore ajouté la fontanelle. Donc, deux sources, donc on voit clairement la contribution des deux sources. Donc ça, ce sont les données exactes. Ici, ce que l'on reconstruit avec la méthode QR sans avoir bruité les données aux électrodes. D'accord ? Donc, on a toujours l'information liée aux deux sources et on retrouve bien les deux sources. Donc ici, avec une erreur de 5,5%, 5% de bruit et 20% de bruit. Donc, on voit avec 20% que la méthode QR commence à ne plus
bien distinguer les informations liées aux deux sources. Malgré tout, la méthode analytique reste assez efficace avec 14% d'erreurs, mais on est obligé de forcer un petit peu quand même pour retrouver les deux sources. Donc là, il y a des choses à regarder et peut-être que les fontanelles vont aider à ne pas forcer justement ceci. Parce que si les sources sont un peu plus éloignées, comme ici, il n'y a aucun souci pour les retrouver. Et on retrouve bien la localisation et les moments. Donc, cette nouvelle méthode de reconstruction de sources est vraiment encourageante. Donc, vraiment, transmettre les données, puis reconstruire via une méthode analytique uniquement dans le cerveau. Donc, pour conclure sur ce travail-là, donc toujours avec Juliette Leblond, Jean-Paul Marmora et Pierre-Henri Tournier, donc on continue la validation de cette méthode de reconstruction. Donc, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est maintenant ajouter les fontanelles, regarder avec des conductivités variables, étudier aussi les différents choix de paramètres, aller vers des maillages réalistes, mais comme je l'ai dit, la difficulté va être de projeter les données d'une surface du cerveau moins régulière à la surface de la sphère. Donc ça, c'est un travail assez conséquent. Ça pourrait être le sujet d'un postdoc, par exemple. Alors, pour le solver direct, puisqu'on ne peut pas résoudre le problème inverse sans avoir un très bon solver direct, l'idée, ce serait de coupler des éléments finis frontières et des éléments finis volumiques, c'est-à-dire garder des éléments finis frontières dans les tissus où la conductivité est constante, ce qui est fait actuellement dans les logiciels d'EEG pour l'adulte et l'enfant, et des éléments finis volumiques pour prendre en compte l'hétérogénéité des tissus. Puisque c'est quand même une des questions cliniques sous-jacentes aux questions de Fabrice Valois, c'est celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller vers le développement de logiciels commerciaux d'inversion de données EEG spécifiques pour les nouveau-nés et les prématurés, c'est-à-dire des logiciels qui prendraient en compte les fontanelles et cette hétérogénéité du crâne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc aujourd'hui, au chevet d'un nouveau-né ou d'un prématuré, les médecins s'appuient sur, après leur diagnostic bien évidemment, mais ils confortent leur diagnostic en utilisant des logiciels commerciaux d'inversion de données, et pour le moment, c'est basé sur des conductivités constantes. Voilà. Et sans prendre en compte non plus l'incertitude sur les conductivités, parce que j'en ai pas parlé non plus, mais bien évidemment, d'un individu à l'autre, les conductivités des tissus sont très différentes. Donc, l'idée, ce serait de reconstruire simultanément les conductivités et les sources, de manière à aller vers un examen plus spécifique. Donc là, il y a un couplage de, justement, ici, c'est le problème de la conductivité, donc c'est le problème de Calderon, donc qui est lui aussi complexe à résoudre. Mais l'idée, voilà, ce serait reconstruire et les conductivités et les sources de façon itérative. Donc ça, c'est des projets à plus long terme et qui sont, je pense, intéressants à suivre. Et un dernier slide, toujours sur l'imagerie néonatale et toujours dans la collaboration avec le CHU d'Amiens. On co-encadre avec Stéphanie Laurangel la thèse de Benjamin Sulis sur une analyse multimodale. Donc, c'est un couplage de l'EEG avec la NIRS. Alors, la NIRS, c'est la spectroscopie dans le proche infrarouge. Donc, l'idée, c'est de mieux comprendre le couplage neurovasculaire. L'objectif de l'équipe GramFC, c'est de mieux comprendre ce couplage neurovasculaire. Donc, quand il y a un épisode atypique au niveau électrique, il y a une demande d'apport en hémoglobine dans cette région du cerveau. Et ceci, ça se passe dans une fenêtre de 10 secondes environ. Donc, l'idée, c'est de comprendre les phénomènes qui se passent ici. Donc, l'EEG permet d'amener la partie électrique et la NIRS, la partie hémodynamique. Donc, la NIRS permet de mesurer les changements dans les propriétés optiques des tissus. Donc, en gros, il y a une image qui s'éclaire. Enfin, sur l'image, on a une zone qui s'éclaire et on sait que dans cette zone, il y a une demande d'apport en hémoglobine. Et souvent, ce demande d'apport en hémoglobine, il est lié à une activité électrique anormale. Donc, comment comprendre le couplage entre ces deux phénomènes? Mais c'est un couplage en temps. Et pour le moment, le modèle EEG, comme on l'a vu, il est quasi statique. Donc, on a proposé un modèle EEG, mais qui dépend du temps. Donc, on a le terme source qui dépend du temps. Donc, la position des sources et les moments dépendent du temps. Et pour comprendre cette dépendance en temps, on a vraiment regardé au niveau des synapses, donc au niveau des neurotransmetteurs,
du potentiel d'action jusqu'au potentiel post-synaptique qu'on mesure aux électrodes. Donc, ça permet d'avoir ce type de tracé en temps. Donc, voilà, c'est ce que mesure une électrode au cours du temps. Jusqu'à présent, et c'est ce qu'il fait, c'est on mesure, comme on considère cette propagation instantanée, c'est ce que font les médecins. En fait, il y a une mesure toutes les millisecondes et ça permet d'avoir le tracé. Donc là, en résolvant avec un second membre qui dépend du temps, on a directement le tracé en temps de l'objet. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions? Au début, vous avez parlé de l'enjeu de la précision spatiale. Oui. C'est un vrai enjeu. Oui. J'imagine actuellement, quand on voit les trucs, par exemple, elles ne sont pas géolocalisées, entre guillemets, les électrodes. Disons qu'aujourd'hui, la précision, c'est de l'ordre de 2 cm. Ils aimeraient aller en dessous. J'imagine qu'ils font l'hypothèse d'un cerveau transféré. Oui, c'est ça. Oui. Et ça aurait du sens, par exemple, je sais pas, de faire un scan du cerveau, de mailler immédiatement. Il y aurait un réel. Mais c'est ce qu'on essaie de voir, oui. Je pense que oui. Je pense que la réponse est oui. Mais on voit qu'on se ramène quand même à une méthode analytique, au final, dans une sphère qui modéliserait le cerveau. C'est pour ça qu'on a regardé cette transmission de données. Mais oui, je pense qu'il faudra aller vers des maillages volumiques et de prendre en compte l'hétérogénéité des tissus. Mais surtout, les conductivités aussi jouent un rôle, je pense. Mais oui, ils aimeraient aller en dessous. Enfin, c'est surtout dans le cas d'épilepsie réfractaire, c'est-à-dire où ils sont obligés d'opérer. Donc, il faut quand même qu'ils localisent très précisément la région du cerveau qu'il faut enlever, en fait. Donc, ils veulent aller en dessous du centimètre. Enfin, ils aimeraient. J'ai quelques petits commentaires et questions. La méthode de continuation unique, oui. C'est le résultat de tourner déjà les années 60. C'est très connu. Alors oui, la continuation unique, je suis d'accord, mais ce résultat-là, quand on l'a cherché, donc avec ces… Parce que après, tu vois, si on a quelque chose, 0 pour U et 0 pour le événement de U, on peut faire une petite attention à 0 dehors et la solution serait et on peut appliquer la méthode standard. Avec des opérateurs elliptiques avec des coefficients variables. Bon, bah alors, ok. Oui, je peux vous envoyer la… Bien sûr, oui. Voilà. Très bien. Parce que là, voilà, nous, je l'ai vu dans un exposé et, bon, et après, je n'ai pas retrouvé la citation. Oui, je me doutais que c'est quand même assez classique, mais comme j'avais besoin de ce double et c'est le seul. Très bien, je veux bien référence. Le lambda étoile, il faut qu'il soit ouvert ou c'est juste un petit ouvert. Oui. Non, je ne l'ai pas précisé. Ah si, j'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas écrit, effectivement. Oui. Juste notre commentaire, parce que vous avez vu que supposer que les dipôles ou les singuliers, les puceaux, c'est l'endroit où la sigma est constante. Oui. Et dans cet sens, on peut faire pour que sigma régulière autour avec la méthode de dualité de Lyon. Oui, je pense. Oui, non, mais là, on est resté à constant et puis numériquement, c'est ce que l'on fait, mais je suis d'accord qu'on peut améliorer ce résultat. Oui, j'en suis convaincue. Oui. C'est le cas ici, vous voyez pour le cas quasi statique, c'est que la fréquence égale 0. Oui. Mais dans cet sens, si on veut quelque chose de plus précisé, on peut le fréquent, même si c'est petit, n'est-ce pas? L'effet du temps en EEG? L'effet du fréquent, même si c'est petit, on peut capturer aussi l'effet du fréquent. La fréquence. Oui. Non, mais là, il n'y a pas de… Ici, vous supposez la fréquence très petit et vous supposez c'est 0. Non. Non. Tu peux la justifier comme ça, effectivement, l'approche quasi statique. Oui, c'est quasi statique. Oui. Mais là, c'est… faut vraiment le voir comme… parce que les longueurs d'onde mises en jeu, elles sont vraiment supérieures aux dimensions de la tête. Donc, on peut considérer quelque chose d'instantané. Mais ça, c'est comme première approximation. On va supposer la fréquence égale 0 et si on doit faire le développement des pendants, on peut ajouter les… Oui. Là, c'est un papier, si je ne me trompe pas, Amari, Buffa, et je ne sais plus. Il y en a vraiment la justification quasi statique, ou alors c'est Nédélec. La justification n'est pas un problème. Si on veut capturer le phénomène, on peut même index directement avec la fréquence et des choses comme ça. Non, il n'y a pas de fréquence. En fait, il n'y a aucune onde qui est émise. Enfin, je ne comprends pas. C'est la fréquence. La fréquence, c'est celle des phénomènes électriques de la tête. On n'a pas de prise dessus, en fait. Mais c'est des basses fréquences, ça c'est sûr. Ce n'est pas 0, mais tu es inférieur à 100 Hertz. C'est quand même des basses fréquences. Mais c'est pour ça qu'on essaie maintenant d'introduire le temps quand même.
c'est quand même un phénomène. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de trouver les termes de source avec une méthode un peu brute force, où on cherche des degrés de liberté dans chaque PGS? Tout à fait. En ignorant que c'est un dipôle. Oui, non, quand même, c'est un. Oui, oui, alors, c'est un dipôle, disons, oui. Je sais pas. Déjà, moi, je trouvais que la première où on fait juste une minimisation et BFGF, je trouvais déjà que c'était assez brut. Mais oui, on peut. Je sais pas. Et donc les poids sont supposés tous les mêmes ou on retrouve aussi les poids des dipôles? On les retrouve aussi, les moments. Oui. Ouais. On retrouve aussi des moments non nuls. Après, je me rappelle, ils sont supposés distincts de Z. Enfin, les sources sont supposées distinctes de Z2. J'ai oublié de le dire, mais c'est pas précis. Oui. Non, mais non, on retrouve aussi les moments, oui. Oui. Donc, et le nombre de dipôles, il est supposé connu? Alors, il est dans la partie théorique, non, on peut le retrouver. Et dans la partie numérique, la première approche, on le supposait connu. Et justement, celle-ci, la dernière qu'on a proposée, permet de ne pas le supposer connu. C'est vraiment la méthode de reconstruction qu'on utilise via ce logiciel FS3D fournit aussi le nombre de sources. Et c'est pour ça qu'on est allé vers cette nouvelle méthode de reconstruction, pour avoir aussi le nombre de sources. Là, on trouvait que c'était perfectible et donc on a proposé une nouvelle méthode. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Si, il y a Jacques. Je pense que tu peux désactiver ton micro, Jacques. C'est bon là? Oui, oui, on entend. Ok, bonjour et merci pour votre exposé. Il y a un point sur lequel j'aimerais avoir des explications complémentaires, c'est sur la modélisation par plan des sources. Et donc les sources vont devenir des sources 2D qui vont être reliées donc aux mesures qui sont faites dans ce plan, si j'ai bien compris. Alors, et comment? oui, non, Et donc, en fait, je voulais savoir si il n'y avait pas des effets 3D qu'on négligeait dans cette modélisation. Donc, l'effet d'une source qui serait dans un plan sur une mesure qui serait obtenue dans un autre plan. Alors, si je ne me trompe pas, donc, quand on résout ces problèmes inverses dans chaque disque, en fait, la singularité 3D, notre Dirac, donne une singularité 2D dans chaque disque. D'accord. Donc, dans chaque disque, il y a une singularité qui est liée à la source, qu'elle soit dans ce disque ou non. Si c'était ça la question. Oui, c'était bien ça. Ouais. Donc, après, donc c'est vraiment de l'analyse complexe et des approximations rationnelles. Il y a des calculs de pôle, D'accord. Voilà. Merci. Ok, écoute, on va s'arrêter là. Merci encore à tous.